Ok, donc bonjour à tous. On ne va pas prendre plus de retard. On a déjà un tout petit peu de retard par rapport à l'horaire. Je suis très heureux de modérer cette démonstration de console avec Catherine Begelman. Et pour commencer, on va avoir un petit jingle. Ok, je laisse la parole à Catherine qui va vous présenter les différents panélistes. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Alain et Marc pour cette invitation. Nous avons choisi pour le premier cas de partir de la gauche sur la droite et je vais vous présenter les différents participants. Donc Pierre-Alexandre Gagne qui travaille à Metz travaillera sur une station Siemens. Olivier Ernst, qui travaille à Lille, nous présentera les cas sur la station Philips et je crois que Philippe Douek participera également pour d'autres cas ultérieurs. Sur Canon, Michael Oana, qui travaille à Strasbourg, nous présentera les cas, suivi de Xavier Horry, qui présentera les cas sur Fuji, donc qui travaille à Nancy. Et puis Jean-Marc Trottenard, qui travaille à Aix-en-Provence, nous présentera les cas sur la station de GE. Alors, nous allons commencer par le premier cas, qui est un cas de pathologie hépatique. C'est un cas de Alban Denis, qui travaillait avec moi au CHU de Lausanne. Et donc, vous aurez 5 minutes 30 au total. Et ce que l'on vous demande, c'est de nous montrer dans un temps d'environ 1 minute les variations anatomiques qui sont des variations de l'arbre biliaire d'une part et d'autre part des variations de l'artère hépatique. Et puis dans un second temps, donc ce patient qui a bénéficié d'une embolisation portale et sushépatique préopératoire, on vous demande d'effectuer une hépatectomie virtuelle du segment 2 et 3, considérant que le segment 4 va probablement être ôté lors de la résection chirurgicale, et donc de nous faire un pourcentage par rapport au foie sain, donc de nous faire ce rapport avant et après embolisation. Voilà, donc on commence avec la station Siemens. Vas-y. Voilà, donc il s'agit d'un bilan préopératoire d'une tumeur de Klatskin. Comme vous pouvez le voir, une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques sévères. Alors il faut bien sûr montrer aux chirurgiens les variantes biliaires qui sont rares, mais ici il y a effectivement un abouchement à plein canal du canal biliaire intrahépatique du secteur latéral droit directement dans les voies biliaires intrahépatiques gauche. Donc voilà, ce n'était pas tellement l'objet de la présentation, mais l'examen permet de montrer cette communication entre les voies biliaires du 6 et du 7 vers les voies biliaires gauche, alors que le secteur paramédian droit, donc 5-8, a une distribution modale. Quand on regarde un petit peu le bilan préopératoire artériel, vasculaire, on se rend compte rapidement qu'il y a 2 artères hépatiques, donc une artère hépatique droite qui naît du tronc cœliaque et une artère hépatique gauche qui naît de l'artère gastrique gauche. Donc on va passer à l'analyse hépatique. Donc le logiciel démarre par une sélection de phases. Donc on demande une phase portale, une phase artérielle pour pouvoir faire la segmentation vasculaire. Il y a un outil de recalage de phases qui est assez simple, où on peut aligner les différentes phases entre elles. Donc ici, il n'y a pas de... J'acquiesce ce recalage de phase. Et on passe directement à la segmentation hépatique qui est faite sur la séquence portale. Donc on valide dans les 3 plans la segmentation hépatique. Donc on peut corriger un petit peu à l'aide de l'outil boule. Voilà, avec une extrapolation de coupe à coupe, plus on s'écarte et plus le contourage est large. Bon, là, je considère que le contourage est correctement réalisé. Ensuite, il y a une étape de segmentation des lésions. Il n'y a pas de lésion hépatique ici dans ce foie, donc il n'est pas nécessaire sur ce dossier de retirer l'éventuelle tumeur du volume du foie sain. Et ensuite, on passe directement à la segmentation vasculaire pour montrer les différentes arborisations portales et sushépatiques.
Donc le logiciel va travailler pour extraire tout seul le tronc-porte et les veines sous-hépatiques. Enfin, normalement. Il réfléchit pas mal, hein. Du moment qu'il réfléchit bien. Il réfléchit pas mal. Voilà. Donc on a 2 clics à faire. Un clic dans les veines sous-hépatiques et un clic dans le tronc-porte. Il procède à l'extraction. Voilà. Donc on a l'arborisation sous-hépatique et portale. Si je veux voir uniquement la vascularisation porte, ça ne pose aucun problème, donc ça me plaît. On continue. On peut également faire un tagging des territoires vasculaires du tronc-porte par segment avec une volumétrie par segment portal ou par segment sous-hépatique. Donc là, je veux faire plutôt du portal. Alors si je veux montrer au chirurgien quel est le territoire drainé par ces vaisseaux, voilà, je lui demande de calculer et on saura. Voilà, évidemment, il n'est pas parvenu. Donc il faut faire d'autres taggings. Voilà. Donc en fait, on pointe les vaisseaux et ça Voilà. nous segmente le foie. Exactement. Voilà. Voilà, et donc à chaque... là, je suis allé un petit peu rapidement, mais si on tag un vaisseau, il nous donne le territoire de drainage. Et on arrive ensuite à la planification pour la volumétrie. Donc j'utilise mon scalpel, donc on enlève les segments 2 et 3. Donc je fais 2 clics. Donc en passant dans le sillon d'Arancius. Et c'est fini. Et le chiffre, le volume, c'est... Voilà, donc on a ici 452 pour 1045, soit 30%. 30%, tu notes, Catherine? Fois 5, et je peux retoucher, si je décide de prendre mon segment 4, je retouche mon plan de clivage dans le segment 4. D'accord. Oui, mais là, ce n'est pas le sujet, puisque le 4 va voilà. probablement être sacrifié. OK, merci beaucoup. Bravo d'avoir tenu le temps de parole. Ensuite... l'équipe lilloise avec Olivier Ernst sur la station Philips. Vas-y Olivier, tu as 5 minutes. Donc le patient a un ictère, il a eu un premier scanner de débrouillage qui a montré une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. C'est complété par une cholangiographie par IRM. Ici, les coupes fines standard, une acquisition standard que vous voyez. Je vais faire un MIP dessus en 10 mm. Et si, donc je fais un MIP dessus en 10 mm, sauf que l'épaisseur a changé entre les deux. Voilà. À la position de tranche, là j'ai un problème de MIP. Bon, c'est pas grave. Hop. Et ben, pourquoi il met coronal? Je suis complètement en dehors de ma boîte. Voilà. Et on peut voir s'il y a une, normalement, mais là j'ai une tranche beaucoup trop grosse. Il faut que je la remette. Je perds du temps. Voilà. J'y suis. Donc vous voyez le canal postérieur droit qui croise le canal antérieur droit biliaire et qui s'anastomose donc dans la voie biliaire gauche. L'obstacle est bien au niveau de la convergence biliaire ici. On voit que les segments postérieur droit et antérieur droit sont séparés, donc nous aurons un Klaskin de 3A. Après, l'examen est complété par un scanner. Il y aura d'ailleurs 2 scanners vu qu'il y a une embolisation portale. Donc je vais... Voilà, ça devrait arriver. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, on reprend. Il fait des choses bizarres, là. Je crois que je les prends toutes les séries. Ouais. Ça, c'est l'effet démo.
si tu penses que tu vas être un peu juste au Oui, point de ça vue va aller, temps, ça va tu aller. peux passer Donc, à... vous avez ici la phase artérielle que vous voyez là, que je peux augmenter. La tumeur est ici, et vous allez repérer voilà, les contacts avec la branche droite de l'artère hépatique, mais on va le voir, il y a une variante anatomique. Ici, le canal postérieur droit qui passe au-dessus du canal antérieur droit pour arriver dans la voie biliaire. Je montrerai en 2 secondes, en faisant un MIP, la variante anatomique que vous allez voir ici, en mettant en 10 mm. Voilà, on va voir un peu mieux la variante anatomique. Voilà, vous voyez l'artère gastrique gauche et qui va donner naissance à l'artère hépatique droite. Nous allons faire... Vascularisation portale. Comment? Tu auras mis en évidence la vascularisation portale modale, sans particularité, oui. qui n'a pas suivi la malformation biliaire. Donc je passe à on va faire la volumétrie hépatique, donc on va la faire sur la phase portale, bien entendu. Donc le logiciel a directement segmenté le foie et les vaisseaux. Là, je n'ai absolument rien retouché, c'est lui qui l'a fait, on peut corriger. Là, comme c'est bon, je le prends et je vais faire la segmentation du foie avec les 8 segments de QNO en direct. Donc il y a un certain nombre de points à placer, il y a 10 points au total. Donc là, je vais placer la bifurcation portale droite. Donc c'est 10 points qu'il faut suivre. La partie la plus inférieure de la veine hépatique droite, donc là on a une couleur bleu-verte. Pareil pour la veine hépatique moyenne où on peut faire au niveau de la fossette vésiculaire. Après, il suffit de suivre les indications, vous le voyez sur l'écran de gauche. Donc là, la scissure ombilicale. Hop, je vais refaire la scissure ombilicale. Voilà, ici. La bifurcation portale gauche. Il te reste à peu près 1 minute, Olivier. Hein. J'attends, j'ai mon chrono là. Hein. Ne l'arrête pas, ça ne sert à rien. J'ai le mien. Voilà, la pointe du foie gauche. Mais tu vas voir, ça va aller. Le ligament veineux superficiel. Voilà. Et maintenant, je peux faire le résultat que l'on a ici. Donc, le lobe gauche du foie, vous faites des segments de 3. Vous avez le volume qui est ça, 395 cm3, excusez-moi, 26% hépatique totale. Et si je veux avoir l'autre, c'est passé. Donc, il suffit d'aller à la... Donc là, ça a été fait, bien sûr, je ne vais pas la refaire en live et comparer. Et vous aurez le résultat comparatif. C'est exactement pareil pour l'autre. Ça doit arriver. Donc vous avez ici segments 2 et 3 après, c'est passé à 32%, il vous suffit d'additionner les volumes, vous avez de toute manière tous les volumes du foie. Et on peut bien sûr contrôler, là j'ai encore le temps de la montrer, puis j'ai encore 15 secondes, voilà la segmentation telle qu'elle a été faite sur le deuxième dossier, la comparative des deux. Je crois qu'on peut le féliciter également. Magnifique. Donc c'est au tour de Michael sur la station Canon. Très bien, allons-y. Donc la première phase, c'est de voir les variantes anatomiques. Donc pour ça, l'avantage, c'est qu'on peut charger sur la console des modalités différentes, donc scanner et IRM. On vient charger le scanner qui a été réalisé de manière contemporaine à l'IRM, et là-dessus, on peut voir ce que les orateurs précédents ont démontré, à savoir la variante anatomique au niveau biliaire, avec ce croisement des vaisseaux biliaires au niveau des segments 6 et 7 qui s'abouchent dans les canaux biliaires du côté gauche que l'on voit ici. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Le plus intéressant, c'est au niveau vasculaire. Donc pour cela, on va prendre la phase artérielle que l'on va ouvrir dans l'outil de segmentation. On va d'abord effectuer un autobone classique. On va enlever les différents fragments, hop, voilà, qu'on rajoute à l'os. Voilà, donc on a segmenté l'os. On va maintenant segmenter les vaisseaux. Donc pour cela, on utilise un outil classique de vaisselle gros, par ici, hop. Voilà, on a dépassé peut-être un tout petit peu trop au niveau de la racine de l'aorte. On peut regarder sur les coupes axiales qu'on a bien pris les différentes variantes anatomiques. Donc là, par exemple, cette petite artère, effectivement, qui nous intéresse, il va falloir l'ajouter. Voilà, ici, l'artère splénique.
Voilà. Et donc, une fois qu'on a effectué cette segmentation, on a le rendu volumique, entre guillemets, classique, qui est de qualité correcte, mais on a quelque chose d'un petit peu mieux, hein, c'est le Global Illumination, donc la rendérisation cinématique, qui est une nouvelle façon, en quelque sorte, de visualiser les données en 3D, basée sur des jeux d'ombre et de lumière. Donc, on reprend la segmentation qui a été effectuée à l'instant. On va ici afficher l'os avec un certain preset. L'avantage, c'est que si on compare par rapport à ce qu'on a en VR classique, eh bien, on a une qualité d'image qui est très nettement supérieure. On garde un temps réel, hein. On peut enlever la segmentation. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on peut aussi régler au niveau de la source lumineuse. On a l'impression d'être Spielberg, hein, qui réalise son dernier film. Très joli. Voilà, donc là-dessus, on a vu au niveau donc, de la variante anatomique vasculaire, hein, avec l'artère hépatique gauche qui naît de la gastrique gauche. On va maintenant passer à la segmentation du foie avant et après embolisation. Donc pour cela, on charge les deux séries au temps portal, série numéro 1, série numéro 2. Voilà. Donc l'outil va réaliser en tâche de fond une segmentation. En attendant qu'il pré-segmente, eh bien, on va pouvoir déjà se centrer sur ce qui nous intéresse, donc le tronc-porte. Là, j'ai le droit d'utiliser l'outil. Donc je clique sur le tronc-porte et l'algorithme qui est basé sur une reconnaissance de forme et de densité va segmenter donc en un seul clic automatiquement à la fois le tronc-porte et à la fois la veine sus-hépatique. Donc il lui faut quelques secondes. Voilà, donc là on a le tronc-porte et la veine sus-hépatique. C'est plutôt pas mal à l'exception là ici d'un petit artefact au niveau de la base cardiaque. Donc on a simplement à l'enlever. Voilà, avec l'outil de ciseaux sauvages. Hop, voilà, on met ça à la poubelle. C'est parfait. Maintenant, c'est violent. On est comme ça à Strasbourg. Maintenant, il faut segmenter le foie. Voilà, donc en 2 clics, on va rajouter ça dans le liver, ici. Très bien. Donc là, on a la volumétrie sur l'examen initial. On va faire exactement pareil sur l'examen de suivi. Donc on repère la branche portale, on clique dessus, reconnaissance des vaisseaux. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal, hein. La machine s'est bien débrouillée à l'exception du drain biliaire, hein, qu'elle a pris pour une branche portale. Donc il nous suffit simplement d'éditer ceci, on clique sur le drain biliaire et on l'efface comme ça et comme ça. Voilà, on est content. Maintenant, on clique sur le foie pour faire la segmentation. On va simplement un petit peu la corriger. Voilà, parfait. Donc on a la segmentation avant-après. Et dans les 30 secondes qui restent, eh bien, on va faire la séparation du foie droit et du foie gauche. Donc c'est là où on a presque l'impression d'être un chirurgien. Voilà. Donc après, on peut ajuster la coupe en fonction des différents plans. Et on a ici eh bien, un foie résiduel qui était à 27% sur l'examen initial, qui se retrouve à 33% sur l'examen final, avec quasiment 50% de volume en plus. D'accord. Très bien. Voilà. Tu fais un commentaire? Bravo, félicitations. Très belle démonstration. On passe à la station Fuji avec Xavier Auvry. Merci. Voilà, donc moi je vais vous présenter le module Liver Analysis donc de Synapse 3D de Fuji. Et je vais faire un tout petit peu différemment pour présenter les variantes anatomiques parce qu'on va toutes pouvoir les voir en même temps sur cet outil. Donc vous voyez, on charge 2 phases en même temps. Il nous fait une extraction automatique du foie. Il a pris un petit peu d'estomac, un petit peu de rate avec. On l'enlève et à partir de là, on va pouvoir recaler nos 2 phases. Donc soit de façon manuelle, soit de façon automatique avec un recalage rigide ou un recalage élastique. Là, on va prendre le recalage élastique, vous allez voir que c'est assez rapide. Donc il va recaler directement cette phase artérielle avec la phase porte pour avoir une excellente correspondance de toutes les structures et notamment des structures vasculaires qu'on va vouloir segmenter juste après. Voilà, ça prend 25 secondes et puis vous pouvez vérifier que la superposition est tout à fait correcte et tout à fait en rapport avec ce qu'on veut montrer. Ensuite, donc on va segmenter structure par structure. On peut commencer donc par l'artère. Il nous choisit directement la phase artérielle.
On clique là encore une segmentation automatique qui va faire tout seul, et donc qui va nous extraire l'arborescence vasculaire hépatique. On va voir s'il arrive à nous trouver les variantes anatomiques en même temps. Là, ça prend encore 30 secondes. Oui, les approches déjà très différentes selon les constructeurs, hein, en pointant les branches portes ou les branches portes et hépatiques, ou un système intégré avec les deux phases. Voilà, donc là, il nous a extrait, on peut regarder ce qu'il nous a extrait. Il nous a bien trouvé la branche gauche de l'artère hépatique. Il a pris un petit peu trop à gauche, il a pris la gastro-duodénale, il a pris un petit bout de splénique dont on n'a pas forcément besoin, donc on va le supprimer en 2 clics. On passe à l'extraction porte, là encore, en un seul clic au milieu du tronc porte, il va nous faire la segmentation de l'arborescence portale. C'est assez rapide, on peut vérifier qu'il n'en a pas trop oublié, là c'est plutôt bien. Et puis donc, pour voir le biliaire, on peut en fait, dans cet outil, charger toutes les images qu'on veut. On va pouvoir travailler en multimodalité sur ce volume, on va pouvoir charger de l'imagerie IRM, on va pouvoir charger de la TEP et de la fusionner à ce volume pour, par exemple, identifier des métastases qu'on verrait mieux en IRM qu'en scanner, ou pour segmenter des structures biliaires qui sont toujours un petit peu compliquées à segmenter en scanner et qui sont plus faciles à segmenter en IRM. Donc là, on va charger le volume de l'IRM, puisqu'on l'a. On a notre 3D qui est juste ici. On lui dit ici. Et donc là, on va passer encore une fois par une phase de recalage. Alors là, il n'y a pas de recalage automatique entre les deux. Il y a un tout petit peu de travail pour aligner donc, les différentes séries. On voit que la séquence d'IRM n'est pas complète à gauche, donc il nous manquera un tout petit bout à gauche. Mais néanmoins, on va quand même pouvoir assez facilement et assez rapidement donc, avoir cette corrélation. Et on va pouvoir repasser à l'extraction des structures sur cette modalité d'IRM, si on le souhaite, ici. Et donc, on va pouvoir facilement extraire donc, les voies biliaires et avoir toute cette arborescence 3D des voies biliaires sur notre rendu de volume. On passe donc au rendu final. On lui donne le point de départ de chacune des structures, le point de départ des voies biliaires, et il va donc nous générer un volume avec l'ensemble des structures qu'on va pouvoir modéliser avec différents degrés de transparence pour voir plutôt l'un, plutôt l'autre. Et puis on a cet outil de rendu de surface qui permet d'avoir un rendu un petit peu plus esthétique et un petit peu plus lisible. Et donc on voit directement toute la segmentation du volume qu'on souhaitait avoir. Et sur ce volume, donc on va pouvoir, là encore, découper le foie gauche pour l'extraire, le lobe gauche, pardon, pour être plus exact, pour l'extraire en 2 clics. Et on aura donc le volume de notre foie qui va être extrait, le volume de notre foie restant qui va être à 26% ici. On peut le mettre en transparence. Voilà. Donc 26% avant l'embolisation. Voilà, 26% avant l'embolisation. Comme il nous reste 1 minute, on peut faire le volume après embolisation si on le souhaite. C'est sur celui-ci. Tu peux nous faire les lymphatiques aussi? Les lymphatiques, non, ça sera pour la prochaine session, éventuellement. Là, donc, on peut extraire aussi. Il a pris un petit peu d'acide en trop. On va l'extraire comme ça. On voit que la segmentation est plutôt pas mal. Pour les organes environnants, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, hop là, pardon, excusez-moi, sélectionner tout ce qui est matériel pour pouvoir le retirer du volume du foie, parce que ce n'est pas du volume hépatique, donc on va sélectionner assez rapidement le matériel par propagation. Ça, c'était ce qu'on ne voulait pas faire, voilà. On passe au volume final, encore une fois, différents degrés de transparence, comme on veut, et puis cette section axiale, dans le plan qu'on veut, il propage donc entre les différentes choses l'extraction qui nous donne donc 33% de foie gauche après embolisation. 33%, voilà. C'est pas mal, c'est assez bravo, hein, c'est une belle démonstration. Vous êtes à présent reproductible, donc il reste maintenant Jean-Marc qui va nous faire la démonstration sur J. Donc on va commencer par faire la partie anatomique. On peut switcher la vidéo. Voilà, donc on va commencer par faire la partie anatomique. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau des artères et du tronc porte et des voies biliaires. Ça commence mal. Donc pour l'artère, on va simplement prendre un outil de sélection. Je vais rechercher où est mon tronc porte.
Je vais le sélectionner. Et donc, on va voir tout de suite la variante anatomique qui était prévue. C'est-à-dire que vous avez ici la branche droite qui va sclériser le foie droit, et vous avez ici la branche gastrique qui donne la branche gauche qui passe par le sillon d'Ariensus. Ensuite, on va voir pour les voies biliaires. Donc, je vais sortir. Je vais charger donc l'IRM. C'est difficile ici, hein. Tu es à Nancy, il n'y a pas les cigales et le pastis. Hein. Eh oui. Je vais donc faire la segmentation des voies biliaires. On va commencer par sélectionner la voie droite. Donc je vais lui demander de me sortir la voie droite. Voilà, donc on voit donc la segmentation de cette branche-là, que je vais mettre ici. Ensuite, je vais essayer de segmenter les voies gauches. Les voies droites, pardon. Et maintenant, j'ai la possibilité de fusionner les deux volumes que je viens d'avoir, qui permet de voir que les segments 6 et 7 sont drainés par les voies gauches, alors que le reste du foie est drainé, le reste des branches portes sont drainées par le foie droit. Parfait. On va faire maintenant la segmentation hépatique. Donc on va commencer par faire la première qui était avant l'embolisation. Donc c'était sur l'examen du 23, c'était la série 304. Il va me proposer tout ce qui est disponible sur la machine. Donc je vais choisir la 304 qui est ici. Donc là, il va charger le volume et on va pouvoir accéder donc à la segmentation du foie avant l'embolisation. Donc là, il va faire un premier calcul qui va nous permettre d'extraire le foie. Ça va prendre quelques minutes, le temps qu'il fasse la segmentation, et donc j'ai directement mon volume que j'accepte. À partir de là, je peux me faire une segmentation de mon foie. Donc je vais rechercher la branche droite du trou-porte. Je vais faire une découpe virtuelle qui passe par le sillon d'Arensus. Je vais appliquer. Et donc là, je vais avoir mes différents volumes avec le volume total du foie qui est de 1533 ml, le volume du segment 2 et 3 qui est de 408 et le volume du reste du foie qui est de 1 litre 126. J'ai la possibilité d'avoir les pourcentages. Donc on sait que d'un côté, il y a 26%, le foie gauche représente 26% du foie total. Parfait. Maintenant, on va faire exactement la même chose après l'embolisation. Donc on va choisir l'examen après l'embolisation. Je vais le charger avec le même programme, hépatique Vicar. Donc je vais choisir la phase portale. Il va charger donc l'ensemble du volume, faire automatiquement la segmentation. Ça va prendre quelques secondes. Ça devrait prendre quelques secondes. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir refaire comme tout à l'heure. Il m'a fait donc l'ensemble de la segmentation de mon foie. On peut vérifier si elle est correcte ou pas avec l'outil qui est ici. J'accepte. Et je vais pouvoir ensuite faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre 3 traces. Une première, une seconde et une troisième. J'applique ça, et donc je vais automatiquement avoir mon foie avec un volume total de 1,9 litre. On voit donc qu'il a augmenté de volume par rapport au préopératoire, et la partie du segment gauche qui reste correspond à 596 millilitres. On peut de nouveau avoir les pourcentages, c'est-à-dire que d'un côté j'ai 70% pour le foie droit, et il me reste 30% pour le foie gauche. Très bien. C'est parfait. Donc vous aurez remarqué qu'il y avait des petites anomalies périhépatiques. En fait, ce patient a fait un hématome subcapsulaire suite à une blessure lors de l'abord de l'embolisation avec un épanchement intrapéritonéal qui a été embolisé par la suite. C'était une blessure d'une branche de la mammaire interne. Voilà, c'est parfait. Je pense que vous avez été parfaitement reproductible avec...
Okay, donc on va passer au dossier numéro 2, qui est un cas de suivi oncologique, qui est un dossier difficile. Donc on va décaler les panélistes d'un cran pour pas que ce soit toujours le premier qui parle en premier. C'est un dossier difficile parce que ce n'est pas un dossier à proprement parler de chimiothérapie, c'est un patient qui est sous immunothérapie. Et c'est des situations, en fait, c'est la vraie vie. Ce sont des situations avec des réponses un petit peu bizarres. Et donc, il n'y aura pas, contrairement au cas précédent, de vérité, en fait, qui pourrait être la moyenne de ce qui a été mesuré au niveau du foie gauche. Il y a différentes approches. C'est pour voir comment les différentes consoles et les différents panélistes approchent le suivi oncologique de ce patient. Donc, c'est un patient en antécédent de tumeur de la voie excrétrice du rein gauche, néphro-uréterectomie et progression métastatique, et inclus dans le protocole Keynote 45, qui est un protocole à base de pembrolizumab. Vas-y. Oui, bah, j'attends l'image. J'attends l'image, d'accord. Tu me dis quand je peux y aller. C'est une machine de chaque marque. Allez, à toi, Olivier. Très bien. Donc, alors, le patient a eu 4 scanners et moi, je me suis placé d'emblée dans le 4e scanner. C'est donc un patient sous immunothérapie, comme ça a été dit, et donc les tumeurs varient en fonction du temps. Donc, certaines commençaient à grossir, puis à diminuer. Donc là, je me place pour commencer dans les critères RECIST 1.1. Et donc au début, nous avons défini 5 lésions cibles. Donc elles apparaissent en rouge. Donc je vais me placer sur la première lésion. Donc là, l'appareil, c'est lui-même, c'est le logiciel qui fait lui-même le recalage. Ça, c'est le recalage complet sur des séries qui étaient un peu différentes. Donc là, j'arrive à ma première lésion cible au niveau du foie, en rouge. Bon, je clique, il me compose. Voilà, concordance parfaite. Deuxième lésion cible, voilà, vous voyez que celle-ci a diminué. La première, vous avez remarqué, au niveau on peut la regarder ici, au niveau du scanner, elle avait augmenté, puis a diminué. Donc deuxième lésion cible. Alors on peut en avoir choisi d'autres, bien sûr, hein, c'est au début, on choisit comme on peut. Voilà, je vais diminuer un peu ma boîte pour la lésion cible. Dans la vraie vie, on n'a pas toutes les images en même temps. On a la baseline qu'on lit, puis ensuite on reçoit la première évaluation, puis la deuxième, puis la troisième. Je vais recommencer. Voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu dis dans la vraie vie? Bon, là j'ai un problème pour ma lésion cible. On va recommencer. Je ne sais pas pourquoi cette lésion cible n'a pas l'air de marcher. Voilà. Donc, avec ces immunothérapies, il faut tenir compte de progression non confirmée lorsqu'on a une première augmentation de lésions cibles ou non cibles et qui doivent toujours être validées, avoir un suivi qui nous confirmera une progression ou qui nous donnera des chiffres qui devront systématiquement être comparés à la baseline. Voilà, ici, une lésion cible au niveau pulmonaire qui a disparu, donc je vais noter qu'elle a disparu, propriété, lésion disparue. OK. Une deuxième lésion pulmonaire en bleu qui est de plus petite taille, mais qui est toujours là, ici. Pourquoi elle ne veut pas aller, cette lésion cible-là? À la poisse, j'ai des ennuis. Pourquoi elle ne veut pas me le faire, là? Mais elle a été un peu petite, celle-là. Médiastinale, puis je dois revenir. 7. C'est incroyable, elle ne veut plus m'aller. Je dois l'agrandir. Alors, comment tu caractériserais cette lésion que tu es en train de... Là, c'est une adénopathie. Je ne vois pas quelle est la caractéristique. Alors, il y avait aussi des lésions. Alors, il y a une lésion cible que je n'ai pas faite parce que j'ai eu un problème, donc je vais m'y remettre. Voilà, là, ça va aller. Voilà, 92% de concordance, c'est bon. Donc là, j'ai fait toutes les lésions cibles. Il y avait des lésions non cibles ou des lésions qui sont apparues. Donc ici, au niveau du foie, voilà, cette petite-là, qui a diminué de taille. Donc à chaque fois, on a la concordance. Donc je dois faire... Je peux diminuer la taille, bien sûr. Hop. Bon. Là, on va très vite. C'est un peu trop vite, mais en médiastinale. Donc en médiastinale, c'était une lésion qui existait en baseline, celle-là, Olivier?
Il faudrait que je regarde dans tous mes trucs, bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont apparus, effectivement. La réponse est non, elle n'existait pas. Oui, bah, elle n'existait pas parce qu'effectivement, elle n'apparaît pas sur mes... J'ai rajouté. Alors maintenant, on va regarder les résultats, parce que là, je suis pour aujourd'hui. Je me trompe de bouton. Résultat. Voilà, donc on a en récit, vous avez l'évolution de toutes les lésions cibles. Ça peut proposer une interprétation. Donc là, il vient nous dire valeur réduite et donc réponse partielle. Voilà. Donc ça, c'était pour le type lésion en réciste. Si on veut passer en IR réciste, on repart dans la segmentation ici. IRC plutôt. On a normalement IRC. Ah ben c'est là où il n'apparaît pas. C'est là où je suis un peu embêté. Bien séparer les lésions de la baseline des lésions nouvelles. Oui. Et là, ça y est, je ne sais pas repasser en sous immunothérapie, donc les adénopathies. Résultat, oui, il faut remonter. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter, Olivier, parce oui. que tu as dépassé ton temps de parole. Donc il faut... Merci, ça montrait parfaitement la difficulté. On peut le féliciter parce que c'est un dossier difficile. Ça met parfaitement en évidence la difficulté de lecture et d'analyse de ce genre de patients. Michael, à toi, tu te lances sur ce dossier. Comme tu bénéficies de l'expérience d'Olivier, on va pouvoir te cuisiner un peu plus. Donc je charge l'examen initial, 3 séries, le parenchyme, le médiastin et l'abdopelve. Donc au niveau du parenchyme pulmonaire, il faut simplement que je règle la fenêtre, voilà. Donc on a plusieurs lésions bilatérales. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai exactement choisi les mêmes cibles que mon prédécesseur, donc les deux en base gauche, qui sont les deux lésions en base droite, pardon, qui sont les deux lésions les plus volumineuses. Au niveau du médiastin, on a cette petite adénopathie ici, mais qui ne satisfait pas les critères d'inclusion puisqu'elle est inférieure à 15 mm, donc ce serait une lésion non cible. Très bien. Après, au niveau abdominopelvien, donc on a plusieurs lésions au niveau hépatique. Là encore, sans s'être concerté, j'ai choisi les deux mêmes lésions que mon prédécesseur, donc celle au niveau du segment 7 et la deuxième au niveau du segment 5. Et en termes de lésions non cibles, on devine une petite même pas adénomégalie, on est à un ganglion ici, en iliaque externe du côté gauche, on est à moins de 10 mm, donc théoriquement d'après récit, ce serait non pathologique. Donc maintenant, on va charger l'ensemble des examens de la patiente dans le suivi tumoral. Hop, donc il faut sélectionner pour chaque examen les bonnes séries. Voilà. Voilà, on va charger. Donc l'outil utilisé est assez simple. L'avantage, c'est qu'il y a un recalage automatique basé sur une reconnaissance de l'anatomie osseuse. Voilà, ce qui permet de synchroniser à la fois le défilement et le réglage du fenêtrage. Donc, il faut simplement qu'il fasse la segmentation. Donc, on va le laisser finir en tâche de fond. Donc, on va commencer par... Hop, voilà, la segmentation est terminée. Donc, on va commencer par nos lésions cibles au niveau pulmonaire. Donc, on a choisi une approche beaucoup plus simple. Plutôt que de faire du volume, on fait du plus grand axe. Voilà, donc ça c'est sur le scanner initial de baseline. On va passer sur le premier scanner de suivi. Voilà. Le deuxième scanner de suivi ici. Voilà, donc on sélectionne à chaque fois la coupe axiale qui donne le plus grand axe. On va matcher. On passe au dernier scanner, le numéro 4. Donc on affiche les scanners 3 par 3. 3 par 3, effectivement. Il n'y a pas assez de place pour en mettre 4 ici. Voilà. Très bien, donc on match encore avec ce qu'on vient. Donc là, on a fait la première lésion cible. La deuxième lésion cible, hop, on y retourne. Donc on va resynchroniser. La deuxième lésion cible, c'est la deuxième lésion tumorale en base droite. Voilà, donc à chaque fois, on sélectionne le plus grand diamètre de manière visuelle. Voilà ici, on match les lésions. On passe au volume numéro 4.
Voilà, on le devine encore vaguement ici. On match. Voilà. Maintenant, on va passer aux 2 lésions cibles choisies au niveau hépatique. Voilà. Donc, la première au niveau du segment 5. Pareil, on match. On n'oublie pas de le faire sur le dernier examen de suivi. Voilà, ici, plus grand diamètre. Très bien. Et la dernière cible, celle au niveau du segment 7. Il te reste 1 minute à peu près, Michael. Très bien, voilà, ici, là. Voilà, pareil sur le dernier examen. Voilà, donc là on a fait la définition et la mesure des cibles. Donc on peut voir ici en sélectionnant eh bien, l'évolution, hein, avec sur les lésions pulmonaires eh bien, une diminution continue, sur les lésions hépatiques hein, une diminution non significative de cette lésion et une progression initiale de cette lésion avec une diminution de cette lésion-là. Dernière chose, on peut regarder au niveau des lésions non cibles. Hein, donc on avait repéré un petit ganglion au niveau iliaque externe. Par exemple ici, je peux tout à fait le mesurer et lui assigner la lymph node et non target, donc non cible. Et après le suivre sur les examens ultérieurs où on s'est rendu compte qu'il avait grossi. Voilà, donc là pareil, lymph node non cible. Voilà, je peux les matcher. Alors, je peux faire ça sur l'ensemble. Et après, eh bien, j'ai le rapport qui va me faire la somme des lésions cibles et la somme des lésions non cibles et le calcul des variations par rapport à la baseline. D'accord. Pas de nouvelles lésions dans ton cas? Si, il y avait des nouvelles lésions au niveau hépatique, mais pas le temps de les, de les prendre en compte. On débriefera après de tout ça. Ok, bravo, c'est très bien. Allez. Fuji va nous extraire les vaisseaux des différentes tumeurs. Ouais, on peut faire ça. Voilà, donc on va commencer. Nous, on fait donc examen par examen. C'est pas différent. Donc par le module Oncology Viewer. Là encore une fois, vous avez la possibilité, donc je vous le montre ici, de choisir les critères avec lesquels vous travaillez. Donc c'est assez large. RECIST, IRECIST, MRECIST ou CHOI. Nous, on va rester sur le RECIST 1.1. Pour l'instant, vous segmentez vos lésions, il va vous demander si c'est une cible, de quel organe il s'agit, et puis donc il va ensuite les valider. On va prendre les mêmes lésions que tout le monde parce que c'est celles qui sont les plus pertinentes a priori. Donc on voit ça donc, sur ces 2 lésions hépatiques. Sur les lésions pulmonaires, on va faire la même chose, dire simplement que c'est un poumon, les enregistrer. Celle-ci encore. Il faut leur demander leurs conclusions par rapport aux lésions ciblées et non ciblées. Voilà, et puis on peut aller voir donc, les petits ganglions là-haut, qui pour l'instant est de petite taille. On voit qu'on le mesure à 12 mm, c'est un ganglion. Et puis si on lui demande de l'enregistrer, il nous rappelle qu'il fait moins de 15 mm, donc on va le prendre comme lésion non cible. On le garde en non cible, on approuve nos lésions et donc à partir de là, on va pouvoir donc, générer le compte-rendu avec donc, les images qui sont directement ajoutées au compte-rendu, on ferme et puis donc il va nous enregistrer tout ça. On prend l'examen suivant, on charge la série, là encore une fois avec le module oncologique et en fait il va automatiquement lui recharger toutes les lésions cibles qui avaient été considérées sur l'examen précédent et donc il va nous les tracer à côté, on va pouvoir les segmenter à nouveau et les valider une fois qu'on est satisfait de leur extraction. On peut voir hein, les contours lésionnels, vérifier si ce qu'il a fait nous semble correct. Petit souci de recalage sur l'examen qui nous a été fourni, mais habituellement ça marche un peu mieux que ça. Voilà, donc on continue l'extraction de ces lésions à chaque fois quand on reclique sur la cible, donc il va nous la remontrer sur l'examen initial et on va pouvoir donc l'extraire à nouveau pour le contraste sur l'examen qui nous intéresse. Donc les 2 lésions hépatiques
puis les 2 lésions pulmonaires. Voilà, j'en étais où? J'en étais là. Ah ben là, je l'ai pris comme nouveau, excusez-moi. C'était pas une nouvelle, c'était celle-ci que je voulais, pardon. Voilà, donc c'est du travail de suivi oncologique classique. On lui redonne les diamètres. Et puis on va pouvoir vérifier notre petit ganglion là-haut, qui a bien poussé, qui a eu quelques petits copains qui sont arrivés entre-temps. Oui, le point sur les nouvelles lésions, ça serait... Voilà, donc on enregistre celui-là. On voit qu'il y a de multiples ganglions médiastinaux qui sont apparus, qui n'étaient pas présents. Il y a celui-ci qui a franchement évolué également, qu'on peut définir éventuellement comme nouvelle lésion, et puis lésion péritonéale. Donc là, on va garder en tout cas les lésions qu'on avait là. Là, encore une fois, de la même façon, on peut ajouter toutes les images, et puis on voit donc l'évolution de chacune des lésions et l'évolution globale qui sont déterminées comme ceci. Voilà. Et on peut avoir également la courbe de progression, donc sur la réponse, sur le plus grand axe lésionnel de chacune des lésions. On va faire le 3e assez rapidement, il nous reste un petit peu de temps, une minute, ça va être la même chose. Il va donc à nouveau nous recharger l'examen qui va être considéré comme le nadir ou comme la baseline, suivant qu'on a eu une progression ou pas à un moment. On voit que cette lésion qui initialement avait présenté une progression va répondre en seconde intention, comme on l'avait déjà vu. Elle devient plus hypodense, elle régresse en taille. La 2e lésion qui est extraite. Il faut normalement comparer par rapport au baseline. Voilà. La 3e qui est quasiment identique. Normalement, c'est très important de garder les mêmes fenêtres pour chaque lésion quand on les suit. Voilà. Et puis la dernière, qui était notre lésion non cible. On voit également régresser un petit peu ici. On prend son petit diamètre comme c'est un ganglion. On va valider donc toutes ces lésions. Encore une fois, la génération donc, du compte rendu fait office de validation. Et on voit qu'on a une régression donc, de 43%. Pardon, c'est l'autre. Excusez-moi. Je crois que c'est fini. D'accord. Ça donne quoi? Eh ben, c'est fini. On voit ici donc, une réponse de 43% par rapport à la baseline sur le 3e examen et 25% par rapport à celui qui était considéré comme le nadir. On peut voir l'évolution de chacune des lésions également indifféremment. Donc, une réponse que tu classerais partielle? Là, on est en réponse partielle. On est en réponse partielle. Ok, parfait. Merci. D'accord. Bravo. C'est très difficile, hein, parce qu'on a 5 lésions à segmenter sur 4 visites, ça fait 20 lésions, et en plus il y a la pression parce qu'on est derrière, donc soyez indulgents. Vas-y Jean-Marc. Voilà, donc je vais sélectionner le dernier examen. On va se mettre dans la situation où on est en consultation et qu'on reçoit le patient sur le dernier examen. Donc le système va sélectionner sur le PACS l'ensemble des examens qui sont disponibles et on va pouvoir tout charger en même temps. Il va se faire automatiquement un recalage de l'ensemble des différentes séquences. Là, vous avez le premier examen qui date donc du mois de décembre. Ensuite, j'attends qu'il recharge tous les examens, les uns derrière les autres. Juillet, pardon. Juillet 2015. Le 15 juillet 2015. Après, il y a le 9 octobre. Donc là, il est en train de tout charger et il est en train de refaire son recalage. Là, on est en temps réel. Voilà. Donc là, on a un tableau qui nous apparaît, et grâce à ce tableau, on va pouvoir reprendre les lésions qui ont été faites lors des précédentes consultations et pouvoir les recibler. Donc, sur le dernier examen qui est ici, on va rechercher la première image qui est donc pulmonaire. Donc vous l'avez ici, c'est l'image qui est en bas. On va essayer de rechercher la lésion qui se trouve ici, et donc je vais lui demander de faire une mesure de suivi qui va de là à là, que je vais pouvoir ajuster et que je vais accepter. Donc la première a été faite, vous avez donc le premier suivi. On va choisir la deuxième image cible. Donc la deuxième, c'est celle qui était ici.
qu'on retrouve sur les autres examens, et en recherchant ici, quasiment, il reste un petit peu quelque chose, mais on peut aussi considérer qu'actuellement, elle n'est plus présente sur la nouvelle image. On va choisir la troisième cible qui est hépatique. On a tous choisi quasiment les mêmes images. Donc, c'est l'image qui se trouve ici, dans le foie. Je vais lui demander de faire le suivi. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, c'est pas ce que je voulais. PK pour cibler la mesure. J'ai un petit souci de... Je vais prendre la troisième, je reviendrai après dessus. Tu peux peut-être passer à une mesure bidimensionnelle simple. Des fois, sont plus faciles sur des lésions un peu bizarres. Mesure de suivi. J'ai perdu mon curseur. Voilà, j'ai retrouvé. Bon, là, j'ai un souci, j'arrive plus à le faire. J'ai un problème de suivi. Théoriquement, j'aurais dû le faire sur toutes les images les unes derrière les autres, mais là, je n'arrive plus à voir mon curseur. Ok, j'ai un plantage. Globalement, à la fois une fois que j'avais fait toutes mes images, j'aurais eu toutes mes dimensions qui étaient ici, et on avait un outil qui nous permet ensuite de pouvoir étudier. Soit on est en résiste, à ce moment-là, on peut comparer les images par rapport à la première observation, et on voit que là, la deuxième avait une augmentation importante des lésions avec l'apparition de nouvelles lésions. Le 19 novembre, on a une certaine stabilité puisqu'il y a moins 22%, donc une légère diminution, mais difficilement mesurable. Par contre, on voit que sur le troisième examen, on a une diminution assez importante par rapport à la première baseline. Comme quand on se met en e-résiste, en fait, on va changer la base et on va prendre le plus gros volume de l'image qui était là. Et on voit que par rapport à l'e-résiste, on avait donc une diminution qui nous classe dans une réponse partielle. D'accord. Bon, je ferai un commentaire à la fin. Merci Jean-Marc. Dernier candidat, Siemens. Alors, donc moi je suis parti du dernier dossier, donc celui qu'on analyse aujourd'hui. Le logiciel a reconnu directement les antériorités, donc nous propose un affichage recalé avec les 4 précédents scanners. On va partir directement du dernier pour le regarder. Donc on a un affichage du poumon, on retrouve des petites lésions pulmonaires, d'ailleurs plutôt séquelaires, des ganglions au niveau du médiastin, des lésions également plutôt hypodenses au niveau hépatique et des adénopathies au niveau iliaque externe à gauche. Donc on fait le poumon, l'abdomen, on a un système pour visualiser les côtes, avec également les côtes qui montrent des petites lésions costales, qu'on ne prendra pas comme cible, et des petites lésions vertébrales. Ceci étant dit, on va ouvrir directement le premier scanner qui est de la baseline, sur lequel aucun traitement n'a été réalisé auparavant. Voilà, hop, le poumon. On va lancer notre cadre pulmonaire qui va nous montrer les lésions grossièrement classées de la plus grosse à la plus petite. Prendre notre système d'extrapolation, enfin plutôt de volumétrie pulmonaire. Hop, on peut vérifier la segmentation qui est plutôt bonne. On peut en prendre une deuxième. Voilà, la segmentation est plutôt bonne avec l'autozoom. Donc j'ai pris 2 lésions pulmonaires, ça suffira. On va passer au niveau hépatique. On a un système de segmentation également pour le foie qui est automatique, enfin semi-automatique. On prend le plus grand diamètre. Alors on pourrait-tu faire en RECIST 1.1 en prenant juste le plus grand diamètre. Là on lui demande de faire une extrapolation.
qui, sur le foie, n'est pas toujours évidente. Et donc, on peut, a posteriori, retracer la lésion, s'il le veut. Voilà, donc là, on a une première lésion hépatique. Hop. On va en prendre une deuxième, donc la même que celle de mes collègues, qui va nous extraire automatiquement. Voilà, donc là, la segmentation est plutôt bonne. Il y a d'autres lésions hépatiques qu'on ne prendra pas comme cible. Si on regarde le reste, on retrouve effectivement toujours des petits ganglions au niveau inguinaux, au niveau iliaque externe, qu'on ne prendra pas non plus comme lésions cibles. Donc on a 4 lésions cibles. On va passer ensuite sur le scanner suivant, un scanner de contrôle à M3, où on a du parenchyme incomplet et de l'abdo. Donc on va tout faire sur le poumon. Donc j'ai mes différentes lésions qui sont localisées déjà ici. Donc ma lésion 1, qui est marquée à ce niveau-là. Juste un petit clic dessus et il va nous l'extraire. Il a bien mis que c'était la lésion 1. La lésion 2 ici, hop, qu'on extrait. Donc voilà pour le poumon. Au niveau du foie, la lésion 3 ici, dont je fais l'extraction. Donc tout ça toujours en volume. Hein. Donc là, c'est pas trop mal. La lésion 4 qui est plus difficile du fait de la proximité de la vésicule biliaire, il a tendance à prendre la vésicule. Voilà, c'est ce qu'il a fait, donc c'est pas grave. Je me mets ici et puis je vais la modifier. Il reste 1 minute 15. D'accord, ok. Ensuite, le cas... alors, on s'aperçoit quand même sur celui-là qu'il y a des adénopathies qui sont apparues. On a un M3, c'est un traitement par immunothérapie, donc techniquement, on a une progression non confirmée. Progression qu'on va confirmer par la suite. Si je veux bien me l'ouvrir, voilà. Donc, le poumon, si je veux aller plus vite, je peux prendre juste la mesure de D. Hop, la lésion numéro 2, il me la reconnaît comme étant la numéro 2. Hop, la lésion numéro 1. Au niveau hépatique, on va prendre la lésion 3. Hop, ici, très rapidement, la lésion 4. On peut regarder au niveau inguinal, enfin au niveau iliaque, on a effectivement une lésion qui est significative. Donc on est à M4, donc on confirme que c'est une progression, puisqu'on a des lésions qui sont apparues de manière incontestable. S'il me reste un peu de temps, je peux faire le dernier, sinon... Non, il reste 4 secondes. Très bien. Directement l'évolution de la Bravo. tendance. Il y a... Deux commentaires. Personne n'a pris en compte sur la dernière visite une augmentation absolument spectaculaire d'une adénopathie susclaviculaire gauche, parce qu'elle est tout à fait en haut du volume, alors qu'on s'est centré avec les lésions cibles au milieu des volumes. C'est un grand classique. Et de la même façon, personne n'a remarqué sur la visite numéro 2 l'apparition d'une petite tumeur de vessie. C'est normal, c'était un patient qui avait un antécédent de tumeur urothéliale et a fait une deuxième localisation au niveau du méa urétéral gauche. Donc les panélistes pourront regarder a posteriori et se flageller. Mais c'est le travers de ces suivis oncologiques, c'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur ces lésions cibles qu'on a choisies au départ qu'on en oublie, on est complètement scotomisé, on en oublie de regarder le reste. Tu veux faire un commentaire, Catherine ? Le commentaire, c'est que la nouvelle classification IRECIS donc demande de coter vraiment différemment les lésions de la baseline ou du nadir versus les nouvelles lésions et s'attacher à ces nouvelles lésions ou les lésions cibles pour voir la progression et donc toujours confirmer une progression. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est qu'il faut bien regarder toutes les stations. C'est vrai que c'était un cas extrêmement compliqué, donc bravo. Le cas... Michael, donc on va passer au polytrauma. Donc on prendra le cas A, petit a, où je vais vous demander, donc c'est un vrai polytraumatisé, donc il y a des lésions cérébrales, rachidiennes, abdominales et pelviennes. Donc on vous demande de nous faire un débrief rapide sur les lésions cérébrales, les petites lésions rachidienne que tu verrais, et puis s'attacher au niveau pelvien, nous montrer un petit peu, parce que c'était vraiment là qu'il y avait la plus grave des lésions,
de nous faire des reconstructions tridimensionnelles des lésions osseuses et vasculaires et nous guider un petit peu sur la prise en charge ultérieure. Très bien, allons-y. Alors, les lésions cérébrales, ce ne sera malheureusement pas possible puisque nous n'avons plus les coupes cérébrales. Donc, on va passer au niveau osseux. Donc, on va commencer avec le rachis cervical. Et donc, au niveau du rachis cervical, quand on réalise une revue rapide, d'abord sur les coupes sagittales, après sur les coupes axiales, eh bien, on retrouve au niveau de la 6e côte, là ici, une fracture au niveau de l'arc postérieur. Alors, on souhaitait vous la montrer aussi en 3D. Donc, on va utiliser notre superbe outil Global Illumination. Donc là, on n'a pas fait de segmentation. On le charge à partir des coupes en reconstruction osseuse, ce qui nous permettront d'avoir une résolution spatiale un peu supérieure. On applique la reconstruction, le preset osseux. Hop. Et là, pareil, eh bien, on peut régler l'éclairage et mettre en évidence la fracture au niveau de l'arc postérieur de C6. Donc ça, c'était pour le rachis cervical. Au niveau du rachis dorsal et lombaire, eh bien, on va utiliser l'outil de déroulé de côte. Donc on charge la série TAP en reconstruction osseuse. Et là, l'algorithme eh bien, va dérouler l'ensemble des côtes. Donc en attendant qu'il traite les côtes, eh bien, on peut regarder au niveau du rachis dorsal et lombaire s'il n'y a pas d'anomalie. Donc on a accès aux coupes sagittales, aux coupes coronales et aux coupes axiales. Donc on les défile tranquillement. Au niveau dorsal, ça a l'air plutôt correct. Au niveau lombaire, pareil, pas d'anomalie. Il est toujours en train de faire sa segmentation. Donc tu peux travailler en parallèle et est-ce que tu regardes systématiquement les coupes en axial pour le revue costale ou simplement le logiciel? Alors pour la revue costale, on peut quand même avoir confiance au niveau du logiciel, du déroulé, qui est efficace. Donc ça a pris à peu près 20 à 25 secondes, ce qui nous permet d'avoir un aperçu très rapide de l'ensemble des côtes. On peut MIPer. Tu nous confirmes une intégrité costale? Oui, il n'y a pas de fracture costale sur cet examen. On peut MIPer. On peut aussi sauvegarder la série et recharger la série en 3D. À la moitié du temps. Oui. Hop. Voilà, très bien. Voilà, donc ça a une forme assez bizarre, c'est très joli, ça permet de voir si... Voilà, c'est assez original. Voilà, donc ça c'était pour l'analyse au niveau du rachis. On va passer à l'analyse au niveau du bassin. Donc cette analyse se fait en filtre dur, tu utilises un filtre... Voilà, là on a pris effectivement plutôt les séries osseuses. Donc là on prend les coupes en 0,5 mm. Donc on va les charger dans l'outil vasculaire. Voilà, donc il y a un autobone automatique. On va simplement segmenter les vaisseaux puisqu'on va voir que c'est ce qui aura un intérêt. Donc là aussi, on utilise l'outil de vaisselle gros. On rajoute ceci dans les vaisseaux. On va simplement s'assurer que les petites lésions là ici ont bien été prises en compte. Tu peux nous décrire les petites lésions que tu vois au niveau Voilà, pelvien? donc là ici au niveau pelvien, on voit une extravasation du produit de contraste dès le temps artériel sur une artère qui est une branche de l'iliaque interne droite et qui correspond, on va le voir sur les reconstructions 3D, à l'artère pudendale interne. Donc là je fais une petite segmentation, là ici, voilà, je la rajoute au vaisseau. Donc une fois la segmentation faite, on va la réouvrir avec notre outil de visualisation 3D. Donc on prend nos coupes en 0,5 mm, on ouvre. Donc l'avantage, c'est comme on a segmenté à la fois l'os et à la fois les vaisseaux, on va pouvoir regarder la fracture du bassin en 3D et y superposer l'analyse vasculaire et pour voir la fuite. Donc on a ici l'os, hop, voilà, donc je peux d'abord enlever les vaisseaux et analyser
La fracture osseuse, hein, donc on a une fracture par compression avec une rupture complète de l'anneau, une disjonction au niveau de la sacro-iliaque, une disjonction au niveau de la symphyse pubienne. Alors j'ai regardé, ça se classifierait selon taille en C1.2 a priori. Et puis on peut mettre dessus donc les vaisseaux, ce qui va nous permettre de visualiser ici l'extravasation du produit de contraste, et on peut suivre l'iliaque interne avec les différentes branches. Donc ici, on a la branche glutéale inférieure, l'artère obturatrice, la glutéale supérieure et l'artère pudendale interne qui donne l'extravasation à ce niveau-là. Je crois qu'on peut vraiment te féliciter. Magnifique. Ok, on repart pour 5 minutes. Ouais. Bonjour. Bonjour. Du coup, on va commencer par l'analyse du rachis cervical et du crâne, du coup, parce que nous on avait le crâne. Donc le crâne, on voit qu'il y a un céphalématome à gauche, on voit aussi une hyperdensité dans les noyaux gris centraux qui correspond à une hématome intraparenchymateux profond, ainsi que des lames d'HSA à droite. On peut faire bien sûr dans les 3 plans, en frontal, pour trianguler un petit peu, préciser les localisations des hématomes. Le rachis cervical, on voit aussi également très bien la fracture de l'arc postérieur de C6, qui est ici. Ensuite, on va faire l'analyse du bassin, parce que c'est un polytraumatisé avec un bassin qui saigne sur la table. Hop, je lance l'application. Non, c'était prévu. Donc c'est moi qui ai choisi le mode d'affichage précédemment. J'aime bien travailler comme ça, avec, vous allez voir les 4 séries pertinentes, donc en os, en tissu mou, en artériel et puis en plus tardif. Donc je vais commencer par l'analyse de l'os. On voit bien la disjonction de la symphyse pubienne, la disjonction de l'articulation sacro-iliaque gauche, on la voit très bien. On voit qu'il y a une fracture de l'aileron sacré à gauche, ici. Tout à fait. Après, on peut analyser les côtes. On a aussi un reviewer qui est très bien, qui permet une analyse rapide de toutes les côtes. Voilà, il y a un temps de reconstruction, bien sûr. Et donc, à la différence de l'OpenRib, quand on clique sur une côte, on peut tourner autour de la côte. Là, je vais vous montrer, ça c'est des petits messages qui disent que ça a recalé toutes les côtes, ça les a numérotées. Et donc, par exemple, je veux voir cette côte-là, je peux tourner autour, donc ça permet de voir les petites fractures unicorticales ou en bois de verre, ce qui est utile. Après, l'analyse du rachis lombaire... Il y a 2 ans, il y avait juste un seul... Vas-y, continue. Il y avait juste un seul constructeur qui proposait ça. Maintenant, il y a déjà 3 constructeurs qui proposent ça. Voilà. Du coup, je peux faire l'analyse du rachis dorso-lombaire aussi. Ça, c'est très utile quand il y a une scoliose. Au moins, là, tout est dans le même plan. Et ça permet de voir de petites fractures assez rapidement aussi. Et pour chaque côte, tu déroules systématiquement, tu fais une rotation autour de chaque carcostal ou 6 doutes simplement? 6 doutes. Ok, parfait. Ouais. Donc après, je m'intéresse plutôt à l'analyse du bassin qui saigne. D'accord, ouais, je suis largement bien. Donc là, je vois qu'il y a un hématome au contact des branches ischio-iliopubiennes à droite. Donc selon la méthode d'Aliman, là, je sais que c'est une artère pudendale qui saigne. Donc ça se confirme sur le temps artériel, comme on l'a vu précédemment. Je peux le mettre en plus grand assez facilement. Donc on voit le saignement actif dès le temps artériel, bien sûr. Et l'artère qui saigne, c'est celle-là. Donc comment je sais que c'est l'artère pudendale? C'est une branche de l'artère iliaque à droite, iliaque interne, bien sûr, qui va au contact de la branche ischio-pubienne. C'est pour ça que c'est un peu dur de les segmenter quand on enlève l'os, parce qu'elle vient toucher, comme vous voyez là, sur l'ischion à droite. Et puis elle revient en avant. Vers l'hématome, voilà. Et donc on voit que ça saigne bien. Donc ce qui est intéressant, c'est bien sûr, je peux faire tourner les 3D tout en même temps, ce qui est vraiment utile, enfin c'est beau et utile. Et donc je peux zoomer sur le bassin. C'est assez simple, hein. Voilà, un peu moins, ça serait bien. Voilà. C'est bien, on voit bien. On voit bien le bouton, ouais. Voilà. J'ai la molette facile, ouais. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc on voit l'artère iliaque, on voit l'artère iliaque interne,
et puis l'artère iliaque, et puis le saignement dans le bassin ici. Hop. Voilà. Ça c'est simple. Donc il n'y a pas besoin de pointer les vaisseaux, ils apparaissent... Ils apparaissent tout de suite. Tout de suite, exactement. d'accord. Voilà. Mais pas en rouge. Pas en rouge, non. Enfin, on peut faire en rouge, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer après? Alors, du coup, il y a le mode... ce mode-là qui permet aussi, ce qui est très utile pour le roadmap, là, parce que c'est un patient qui va être embolisé. Donc je mets en grand la phase là, où on voit bien donc, le saignement actif, et je peux confronter à l'embolisation qui a été faite. Quels ont été les critères pour aller emboliser ce patient? Stabilité hémodynamique? Oui, voilà, il était instable hémodynamiquement, il avait un gros hématome, un saignement actif artériel montré sur le scanner, donc on savait qu'il fallait y aller en urgence. Voilà. Okay. Donc, quel est l'avantage de cette systématisation que tu fais, d'orienter vers l'artère qui saigne? Est-ce que... c'est de prévoir les complications péropératoires, voir s'il y a une sténose, une variante anatomique quelconque, aller plus vite sur la cible aussi, ça c'est très utile. Économiser le contraste. Voilà, économiser le contraste. Et puis je crois qu'on va te féliciter parce qu'on doit passer à Jean-Marc maintenant. Merci beaucoup. Et il y a des groupies, hein. L'applaudimètre, c'est vraiment le meilleur, hein, je pense. Jean-Marc, on va voir si tu as des fans, si tu as des amis dans cette salle. On va voir. Donc, je vais prendre le premier examen, celui de l'entrée, et je vais choisir un logiciel qui a été conçu par le professeur Begelman. Pas professeur, non, docteur. Et j'ai participé à l'élaboration de ce logiciel. Je serai dédouanée. Le coup, le troisième, c'est un abdomen. On va donc dire quelle anatomie on veut mettre. Là, c'est membre inférieur. Ensuite, abdomen. Et enfin, vaisseau du cou. Donc, je vais lancer l'ensemble de l'application. Tout va être chargé en même temps. Et donc, on va voir par des onglets la possibilité de voir toutes les différentes anatomies. On va commencer par le crâne. Le crâne, on voit tout de suite qu'il y a un hématome externe ici. Vous avez également une contusion cérébrale que vous retrouvez ici. Ensuite, on va voir le rachis cervical. Le rachis cervical, donc là, il est en 3D. Il est possible en 3D de voir rapidement, en tournant autour, qu'il y a un problème ici sur la 6e vertèbre. Et on peut, en 2D, ensuite dans tous les plans, pouvoir analyser cette fracture. On peut même voir également sur cette image-là qu'a priori, il n'y a pas d'hématome intracanalaire. Ensuite, on va faire la revue TAP. Donc, il charge l'ensemble du patient. On va essayer d'abord de voir ce qui se passe au niveau des côtes. Donc pour les côtes, on n'a pas d'outil automatique. Je vais juste enlever cette partie-là. Ensuite, je vais enlever la deuxième omoplate. Je vais pouvoir ensuite seuiller uniquement au niveau de l'os. Et donc là, on a retrouvé l'ensemble des côtes, on peut voir l'ensemble du rachis, on peut voir par ailleurs qu'il y a donc la fracture du bassin, qu'on peut analyser avec la disjonction pubienne, la disjonction également au niveau des ligaments sacro-iliaques et la fracture également au niveau du sacrum. Si on a besoin de voir une côte, là il n'y a pas de côte fracturée, mais si on a besoin de voir une côte en particulier, il suffit de se mettre sur la côte et d'appeler cet outil. Et normalement, si tout va bien, il doit dérouler la côte et on a la possibilité de tourner autour pour vérifier s'il y a une fracture ou pas. Ensuite, on va revenir sur le TAP. Donc, on va se concentrer un petit peu sur les artères maintenant. Ici, donc, on voit sur les coupes axiales que vous avez une fuite de produit de contraste qui se trouve ici, qu'on retrouve très bien sur la 3D à ce niveau-là. Et donc, on peut faire une segmentation, mais on peut aussi également dire rapidement qu'à la partie à l'artère pudendale que vous voyez ici, avec la fuite de produit de contraste. Ensuite, une autre série a été faite au niveau du TSA. Donc, je peux sortir, sélectionner donc le cou et faire un autre Bone express du cou.
qui, par segmentation automatique, va nous permettre de voir, parce qu'il y avait une série sur le vasculaire. Il segmente et va nous donner donc le coût. Et avec cette fonction-là, je peux avoir l'ensemble des vaisseaux directement. Voilà, donc j'ai pu faire l'examen complet du premier examen. Parfait. Temps record pour une exploration bien exhaustive de ce polytraumatisé. Bravo, bravo Jean-Marc. On passe à Catherine. Alors, donc, nous on va... C'est bien celui-là, oui, c'est ça. On commence par... Nerveuse? Ah bah, complètement, comme d'habitude. Donc, on commence par l'exploration cérébrale, qui va nous permettre de voir la contusion parenchymateuse, l'hématome, hein, bien sûr, comme mes collègues auparavant, ici, le petit hématome. Ensuite, on va passer directement en osseux pour pouvoir voir les côtes qu'on va dérouler immédiatement. L'avantage de se dérouler, c'est qu'on peut zoomer sur chaque côte et avec cet élément, on va se placer, on va pouvoir dérouler chaque côte une à la fois. On va également pouvoir les vérifier d'avant en arrière ou en tournant autour, ce qui donne un grand confort pour l'exploration des fractures de côte. Pour les vertèbres, c'est pareil, l'alignement de toutes les vertèbres, et lorsque l'on monte perpendiculaire, on voit directement la fracture de l'arc postérieur, voilà, qui est ici, que l'on voit immédiatement, et on peut charger, lorsque l'on a vu une anomalie, on peut charger le rachis cervical pour pouvoir travailler après. Donc, on l'avait ici tout à l'heure pour mieux segmenter cette fracture comme on l'a vu auparavant. Si on revient sur la côte, on va pouvoir voir également, là ici, les coupes classiques. On va déjà enlever la table tout de suite, comme ça on n'oubliera pas après. Il y a un élément aussi qui est intéressant sur cette séquence-là, c'est de pouvoir aller de l'un à l'autre avec la galerie. Donc on a ici une galerie d'éléments et on peut lui dire par exemple, on va regarder le rachis dorsal ou par exemple nous le bassin. Ici, c'est un peu plus bas, voilà, on va y arriver. Voilà, donc je lui dis je veux voir le bassin et automatiquement à partir d'éléments osseux de référence, la machine va nous mettre sur l'organe que l'on veut, ça peut être le rein, et ils vont être automatiquement placés dans la bonne configuration, y compris si le patient est un peu tordu, un petit peu dans tous les sens. Ce qui nous permet d'explorer ça, de pouvoir faire le bilan des lésions avec la disjonction au niveau de la sacro-iliaque, la fracture de l'aileron, et puis on va zoomer ici, voilà, et donc pouvoir faire le bilan des lésions exhaustives. On peut même lancer un petit cinématique qui est une autre manière de mieux voir, on en a parlé tout à l'heure, l'os, et de repérer plus facilement, de donner les éléments, on voit bien la fracture, ça permet de bien visualiser la disjonction aussi, et de faire un bilan osseux qui est assez complet. Ensuite, on va faire le bilan vasculaire. que tu traitais sur un filtre osseux, c'est juste, hein, Voilà. sur cette série. Ah oui. Okay. Tout est traité en filtre osseux, comme ça. C'est une série osseuse et on fait tout en même temps. Il reste 2 minutes, Catherine. Ben, parfait. Donc, pour les lésions viscérales, on fait l'exploration en coupe axiale. On repère le saignement ici, avec le saignement au niveau de l'artère pudendale. Le vasculaire est fait automatiquement pendant qu'on charge les images et on va pouvoir regarder, là aussi, en cinématique VRT, qui va donner une vision un petit peu différente. Et on repère l'artère qui part et qui va nous permettre de voir d'où ça saigne et de repérer la pudendale de la même manière. Et là, le repositionnement est également automatique? Automatique. Je peux même rappeler un petit peu d'os. Voilà, ici. Par exemple, je peux choisir de le diminuer, de le augmenter. Alors là, on va se repasser en VRT, c'est quand même plus sympa pour l'os. Mais du coup, on va avoir l'os en plus ou moins important en fonction de ce qu'on choisit nous. Si on veut le mettre plus bas, on peut tourner avec, bien entendu, pour repérer le positionnement du vaisseau. Voilà. Et là, on a fait une étude, pareil, complète de haut en bas. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Vous n'avez pas présenté. Catherine Radier, qui travaille à Paris. Et donc,
le prochain... Ok, donc... Philippe Douet qui travaille à Lyon. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste... Grand spécialiste du traumatisme pelvien. Mais je vous ai déjà montré en fait que grâce à cette console, d'abord on peut avoir très simplement affiché les différentes images qu'on a préfétchées du PACS. Vous avez d'abord le cliché standard, le scanner, l'angiographie et le scanner de contrôle. Donc vous avez l'ensemble du dossier qui est affiché. Ensuite, vous allez directement dans la multifonction de review et vous commencez par regarder ce qui se passe au niveau du cerveau, qui est quand même l'organe vital. Vous voyez donc il y a l'HSA, vous avez le cou de l'autre côté, vous avez ici une petite lésion que vous mettez en évidence, vous pouvez zoomer au niveau du pallidum, qui peut être un cavernome, mais que vous allez peut-être suivre par une IRM secondairement. Ensuite, ce que vous faites, vous allez passer à la série d'après, et sur la série d'après, donc moi je suis un radiologue cardiovasculaire, donc je regarde d'abord s'il y a une rupture de l'isthme, et il n'y a pas de rupture de l'isthme. J'ai regardé aussi au niveau de la rate et j'ai vu qu'il y avait un petit hémopéritoine périsplénique, il n'y semble pas de rupture de rate, mais il faudra quand même aller vérifier ça et suivre le patient de ce côté-là. Et ensuite, je passe directement au niveau du bassin où effectivement on met en évidence la disjonction pubienne, l'important hématome au niveau du pelvis. Et puis, on va tout de suite aller regarder avec un outil chez Philips qui est extrêmement intéressant, qui est le Rotation Center. On va tout de suite aller regarder en fait l'artère qui saigne en se mettant en mode MIP et ensuite en faisant un swivel autour de l'artère pour aller la chercher et pour la montrer directement en mode MIP. Vous voyez qu'on arrive directement, en fait, très simplement, avec ce mode swivel, à identifier l'artère et à montrer que c'est une artère pudendale interne. Donc une fois qu'on a fait ça, on a le diagnostic, on a une salle mixte d'angiographie et puis un scanner à côté, on va directement en angio et à ce moment-là, on fait l'angiographie et on a donc le résultat de l'angiographie ici qui est en salle directement et donc on a l'ensemble des séries qui sont en dynamique qui nous permettent de globalement voir en fait le résultat des différentes séries où vous voyez ici l'angiographie et ensuite le coiling au niveau des artères, voilà la lésion et ici le coil au niveau des artères, mais il faut aller vite, c'est d'urgence alors il est très fort. Le malade est instable. Juste un élément aussi important, quand vous allez dans il y a également un scanner de contrôle, parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais donc ce patient a été opéré et vous allez donc pouvoir afficher immédiatement le traitement avec le fixateur externe chez ce malade, si ça veut bien arriver. Et vous avez donc le traitement avec l'ensemble des fixateurs. Donc on pourrait imaginer dans le futur, en fait, avoir le scanner, la salle d'angio, tout au même endroit, avec Monsieur Ganji qui nous met les fixateurs externes, le radiologue vasculaire qui embolise et le scanner qui est fait dans le même temps. Et je pense que c'est vraiment le futur, où globalement on a l'ensemble du plateau technique avec la salle d'angiographie, le scanner, et on fait tout au même endroit. Je crois que ce dossier, il est vraiment très, très illustratif. Avec l'intervention de l'orthopédiste aussi, très certainement. Mais en effet, on pourrait envisager tout combiner chez ce patient instable. C'est parfait. Voilà, merci. On vous remercie tous. Bon, je crois qu'on peut vraiment applaudir tous nos panélistes parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Ils ont une pression terrible. Ils ont tous beaucoup travaillé sur les cas en amont pour vous les présenter. Et franchement, c'est pas facile. Je pense aussi stressé que d'ailleurs les constructeurs qui étaient derrière, putain, pourvu qu'il n'y ait pas un bug énorme, etc. Mais moi, c'est un moment sympa partagé avec moi chaque année. Chaque fois, je reviens ici avec le même plaisir pour animer cette session avec Catherine et peut-être rendez-vous dans 2 ans, Alain, je ne sais pas, et Marc. On verra. Voilà, merci à tous.